Voilà, fort de cet instant kelsénien, nous pouvons aborder, l'état d'urgence. L'état d'urgence pour un premier bilan, puisque chacun sait qu'il a vocation, comme souvent, mais pas tout le temps, à se prolonger au-delà de la déclaration initiale, qui a pu être, faite et ça vaut également, sans doute, comme on a compris pour, cet état d'urgence d'un genre nouveau. La question qui se pose, c'est pas encore celle de savoir si on est vraiment sur un bis repetita, mais, déjà peut-être d'interroger quoi qu'en pensent celles et ceux qui trouveront que dresser un bilan avant même que l'état d'urgence ne soit terminé, c'est sans doute prématuré. Rien n'empêche, et je crois qu'il ne faut surtout pas s'en empêcher, les juristes de réfléchir, raisonner avec nuance, avec recul, celui dont ils savent faire preuve au regard de leur propre expérience sur ce cadre qui, pour beaucoup, n'a pas été si nouveau qu'il en avait l'air. Mais il est temps de laisser la parole à celles et ceux qui sont naturellement les mieux amenés à pouvoir en parler. Et ce soir, donc, le plateau est composé en particulier de deux collègues publicistes. Je pense qu'ils accepteront cette qualification, en tout cas au regard de leur rattachement CNU. Deux collègues qui vont tour à tour faire l'éloge. Un éloge évidemment que vous allez pouvoir mesurer à travers les mots qu'ils emploieront, et non pas une critique purement, disons, tirée de problématiques additionnelles, mais une critique qui sera sans doute nourrie de l'expérience que Stéphanie a de son côté également accumulée. Je laisse donc la parole pour démarrer ce grand format à Xavier Dupré de Goulois. Merci Marc de me permettre de prendre la parole sur ce sujet. Alors, je vais prendre un rôle qui n'est pas forcément le plus facile dans ce contexte-là, et avec cet aéropage brillant. Donc, pour ce faire, j'ai pris un t-shirt qui correspond à une grande époque, euh, on va dire, pour l'ordre public en France et la sécurité. Joli. Et je vais donc effectivement m'essayer à un éloge de l'état d'urgence sanitaire. Donc, c'est un peu finalement un retour en arrière que je propose, puisque cet état d'urgence sanitaire, il a été mis en place par la loi du 23 mars 2020. Donc, 23 mars, c'est pas si loin que ça, mais en même temps, on a l'impression que ça fait, quand on est en période de confinement, le temps passe plus lentement. Donc, ça fait effectivement pas mal de temps qu'est intervenu ce texte, mais c'était l'occasion de revenir un peu en arrière finalement, et puis c'est aussi l'occasion de l'éventuelle modification de cette loi et la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, de faire un peu le point. Alors, lorsque ce texte est intervenu, les commentateurs, on va dire, ont balancé entre deux postures. On va dire la posture critique, voire très critique. Il a été question de loi scélérate, je crois, par un avocat qui a évoqué cela. Et puis l'autre versant, c'est la posture plus techniciste d'autres collègues qui se sont bornés pour l'essentiel à décrire la loi et ses travaux préparatoires. Et je voudrais aller plus loin ici en faisant une sorte d'éloge, de l'état d'urgence sanitaire, et donc l'éloge de la mise en place d'un nouveau régime d'exception, en évoquant deux points rapidement, le premier plus longuement que le second. D'abord sur l'opportunité même de la mise en place d'un tel régime. Euh, pour ma part, vous l'avez compris, je suis plutôt favorable à la mise en place d'un texte dédié et spécifique à cette urgence sanitaire. Euh, Favorable, disons que c'est, de mon point de vue, la moins pire la moins pire des solutions. On peut raisonner plutôt comme cela. Effectivement, compte tenu des contraintes impliquées par la lutte contre ce Covid-19, en tout cas les contraintes qu'on a cru comprendre nécessaires, les mesures en cause devaient trouver un véhicule juridique, adapté pour fonder juridiquement, on va dire, l'édiction de ces mesures. Alors, l'étude d'impact de la loi du 23 mars 2020 avait recensé les différents véhicules juridiques possibles. Aucun n'était vraiment adapté, à mon sens. Il y avait effectivement ce régime de police sanitaire spéciale du ministre de la Santé qui existait depuis 2004 et qui figure à l'article 3131-1 du Code de la santé publique. Mais est-ce qu'un ministre de la Santé est l'autorité adéquate, ne serait-ce qu'en termes de légitimité, pour imposer de telles contraintes à l'ensemble de la population? Me semble-t-il non, d'autant plus que certaines de ces mesures ne relevaient pas en réalité pour leur application de son département ministériel. Autre possibilité, il y avait effectivement la bonne vieille police du Premier ministre, la police générale, la police la bonne, diraient les administrativistes, hein, du nom de cet arrêt du 8 août 2019. Sauf que, bon, effectivement, ce texte, enfin, il n'y a pas de texte en l'occurrence, c'est une jurisprudence, donc il n'y a pas d'encadrement spécifique de cette police. Tout ce qu'on sait, c'est que les motifs, ce sont les motifs habituels, la sainte trilogie de l'ordre public, matinée, de dignité, de moralité. Il est
peu évident qu'effectivement qu'une simple construction jurisprudentielle puisse justifier l'édiction de mesures aussi contraignantes. Donc, il aurait fallu la compléter, et c'est ce qu'on a tenté de faire à un moment, par référence à la fameuse théorie des circonstances exceptionnelles. À mon sens, il faudra faire à un moment ou à un autre l'histoire de cette théorie, ou plutôt de son passage d'une simple soupape mobilisée au cas par cas et a posteriori par le juge administratif, et qui est devenu une sorte de régime d'exception à part entière de nature à fonder a priori l'adoption de décrets très contraignants, puisque c'était le cas du fameux décret du 16 mars 2020, celui qui a précédé le décret du 23 mars, qui lui était en partie fondé sur ces circonstances exceptionnelles. Et le Conseil d'État, d'ailleurs, dans son avis sur le projet de loi qui allait conduire à la loi du 23 mars, évoquait une théorie jurisprudentielle qui pouvait fonder l'édiction du décret du 16 mars. Donc, je suis très, très dubitatif effectivement sur cette théorie qui est devenue, par la grâce probablement du Conseil d'État, de la propre narration qu'il a eue de cette théorie à travers notamment les grands arrêts, le GAJA, nous pu faire croire qu'on avait, en dehors des régimes d'exception classiques connus, que dans nos textes, on aurait eu un espèce de régime d'exception de nature jurisprudentielle. Ça ne me paraissait pas du tout convaincant. Et puis l'autre véhicule, le troisième véhicule envisageable, bien sûr, c'était la loi du 3 avril 55. Effectivement, elle mentionne les calamités publiques au titre des raisons qui peuvent justifier le déclenchement de l'état d'urgence. Le problème, c'est que cette loi, elle a pris encore plus une forte coloration qu'on va qualifier de sécuritaire depuis la séquence 2015-2017. Et effectivement, quand on lit, par exemple, si on parle obligation de confinement, reportons-nous à cette loi de 55, on a l'assignation à résidence, ça pourrait s'en rapprocher. Mais cette assignation, dit la loi de 55, elle vise toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Donc, autrement dit, manifestement pas un texte adapté à la crise sanitaire présente et aux mesures qu'elle imposait. Donc, faute de véhicules juridiques à même de fonder de manière pertinente les mesures à prendre, il me semble que la mise en place d'un dispositif spécifique, l'état d'urgence sanitaire, semblait s'imposer. Et puis, de manière générale, d'ailleurs, il me semble qu'il est de bonne politique pour la protection des libertés, la garantie de droit, que les pouvoirs d'exception, lorsqu'ils existent, que ces pouvoirs soient strictement organisés par le droit et encadrés par le droit. Ce sont autant de garanties nouvelles. Si les agriculteurs protestent contre la surréglementation, si les chefs d'entreprise protestent contre la surréglementation, c'est bien que les réglementations en général assurent des protections de l'environnement. Je pense aux agriculteurs, des salariés, lorsqu'on parle du chef d'entreprise, et je pense qu'il en est de même pour les autorités publiques en période exceptionnelle, on va dire. Et donc, c'était pour cela que je me semble que le choix qui a été opéré était le choix le plus pertinent. Et j'ajouterais que la contrepartie de ce que je viens de dire sur la nécessité de régime juridique un peu étoffé, la contrepartie, c'est qu'il me paraît désormais indispensable d'abroger l'article 16 de la Constitution, qui, pour le coup, est l'exemple type d'un régime d'exception sans cadre et qui n'a plus lieu d'être, à mon sens, à l'époque contemporaine. Il y avait déjà eu une tentative il y a une vingtaine d'années maintenant, une trentaine d'années. Il me semble qu'il faudrait remettre ça sur le tapis. Alors, sur l'autre aspect, c'est-à-dire l'opportunité, à mon sens, elle est là. Quant au contenu même ou à l'économie, on pourrait dire, de ce régime d'état d'urgence sanitaire, là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que beaucoup a été dit entre l'activation et la désactivation qui ressemble un peu à celle qui a été prévue par la loi de 55. Je ne reviens pas non plus sur les mesures susceptibles d'être prises qui sont effectivement et clairement liberticides. Mais je serais tenté de dire, peut-être en étant un peu provocant, et en prenant l'exemple de la loi de 55, que cette loi d'état d'urgence sanitaire, elle a vocation à être progressivement améliorée et probablement co-construite, en quelque sorte, une sorte de co-construction qui associerait les autorités publiques, bien sûr, les juridictions, mais aussi les acteurs sociaux. Et la loi de 55, du 3 avril 55 sur l'état d'urgence sécuritaire, finalement, donne un bon exemple. La séquence 2015-2017 donne un bon exemple. Il y a quand même 4 lois qui sont intervenues pendant la séquence pour améliorer, affiner les garanties dans la loi de 55. J'ai relevé aussi qu'il y a eu quand même 9 QPC sur cette loi de 55 entre 2015 et 2018. Plusieurs décisions d'abrogation qui ont conduit le législateur à étoffer ce régime juridique. Et il suffit de comparer les deux textes, celui d'avant 2015 et celui qui est de la loi du 3 avril 55 après 2015. Je note par exemple sur les assignations à résidence, dans la version initiale, il y avait
4 alinéas consacrés aux assignations en résidence. Il y en a aujourd'hui 18 dans la loi du 3 avril 55. Et même chose pour les perquisitions administratives. Il y avait un seul alinéa dans le texte original. Il y en a aujourd'hui 19 pour la seconde. Donc, je ne doute pas que l'activisme des différents acteurs, n'est-ce pas Serge, n'est-ce pas Stéphanie, cet activisme contribuera à améliorer, à affiner, à renforcer les garanties dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire. Voilà ce que j'avais à dire comme éloge de ce régime juridique. Merci beaucoup Xavier. Et moi, je ferai l'éloge du timing à présent grâce à cette intervention tout en raccordement. C'était tout à fait bien tuilé. Je crois que bah, alors tu peux, hein, si tu veux, Xavier, donner la minute qui te restait à l'un des intervenants de ton choix ou la convertir en points pour le quiz. C'est à ta convenance. Mais, mais tu mets la pression très fortement après Florian sur les prochains intervenants.